Bonjour à tous, je vous fais une rapide présentation de l'heure qui va venir. Donc moi je vais vous parler du réchauffement climatique en haute montagne pendant à peu près 20 minutes. Après il y aura 10 minutes d'intervention de Décathlon avec Benoît Jolin et ensuite 10 minutes de présentation par Salomon avec Thibaut et Thomas avec un petit film. C'est en suivra à la fin, donc il y aura 10 minutes de questions-réponses. Donc je vous invite à noter vos questions sur un bout de papier, on y répondra à la fin pendant ces fameuses 10 minutes. Voilà, alors je démarre. Moi je suis Grégoire Estienne, je vais vous parler de l'impact du réchauffement climatique en haute montagne. Avant toute chose, je me présente rapidement. Donc moi j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai une petite fille et je suis diplômé de l'école centrale de Lyon. J'ai un cursus d'ingénieur avant d'être guide et j'ai travaillé 6 ans dans l'industrie, 4 ans en tant qu'ingénieur d'essai et puis 2 ans en tant qu'ingénieur d'essai et 4 ans en tant que chargé de projet dans l'industrie horlogère en Suisse. Et maintenant je suis guide de haute montagne avec comme activité, je vais faire de l'alpinisme, du ski de rando, du canyoning, de l'escalade, quoi d'autre, je ne sais plus. Et je suis guide indépendant, j'ai un statut juridique d'indépendant. Et puis dans les faits marquants, je suis allé 2 ou 3 fois en Himalaya. Et puis j'ai fait la traversée de l'arc alpin avec ma femme de Nice jusqu'à Vienne pendant la période du Covid. C'était pas prévu, mais voilà. Et petit détail, c'est que en tant qu'ingénieur de l'école centrale, j'avais une option turboréacteur. Du coup, moi les avions, c'est quelque chose que j'aime quand même pas trop mal. Et aujourd'hui, je réalise un peu mon rêve. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être, en tant que guide, d'être un peu sur un siège éjectable avec mon métier à cause de ce réchauffement climatique. J'ai un peu l'impression que ce métier que je suis en train de réaliser, je risque un jour de devoir tirer un peu de force sur la poignée parce que j'aurais plus vraiment le choix, peut-être avec ce qui se passe là-haut. Alors voilà, j'ai parlé de moi, je vous invite à parler de vous et surtout de ce que vous savez penser sur le réchauffement climatique. Je vous invite à scanner ce fameux QR code, vous allez tomber sur une page dans laquelle vous allez pouvoir mettre 4 mots pour vous. Qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique en haute montagne? Donc là, on voit les mots principaux qui apparaissent. Globalement, ça vous évoque la fonte, du changement, des effondrements, fonte des glaciers, fonte des glaces. On voit le mot du permafrost qui apparaît. Mais c'est pas mal la fonte qui prend le dessus. Alors merci pour votre participation. Du coup, on le voit en fait, ce qui vous parle principalement, c'est donc la fonte des glaciers. Et du coup, sur cette fonte des glaciers, ça va être un des paramètres en fait sur lesquels on va pouvoir parler et voir qu'est-ce qui se passe. Alors avant de vous parler de cette fameuse fonte des glaciers, je vais revenir un tout petit peu en arrière en fait sur ce qui se passe au niveau de nos températures. Donc au niveau des températures, ce qui se passe, pourquoi on s'intéresse en fait à la haute montagne d'abord? C'est que cette hausse des températures, vous savez que le globe se réchauffe, mais quand on conjugue la hausse des températures avec un milieu de haute montagne, pour ceux qui s'en rappellent, vous avez un double effet qui se coule, à savoir que c'est 2 fois plus rapide le réchauffement climatique en haute montagne. Donc quand vous êtes guide, en gros, on parle de guide sentinelle, puisqu'en fait fait partie de ces professions qui sont impactées par le réchauffement climatique, et on est une des premières professions à vraiment le sentir. Alors au niveau de ces températures, je reviens un tout petit peu en arrière. Ici, vous avez une évolution des températures depuis à peu près 700 jusqu'à nos jours. Et donc on voit bien sur cette fin de période que les températures en fait augmentent rapidement. On constate 0,85 degrés d'augmentation de température entre 1880 et 2012 aujourd'hui. Donc ça concerne l'hémisphère nord. Maintenant, je fais un petit zoom à la température à Annecy depuis 1876, qu'on voit que ça augmente franchement depuis 1990.
Et ensuite, quand on regarde uniquement cette fois-ci, en fait, dans les Alpes françaises, donc là on était sur l'hémisphère nord, si je regarde dans les Alpes françaises, en fait là c'est pas 0,85 degrés qu'on a, c'est 1,97 degrés d'augmentation. Donc on a bien nos x2 d'augmentation de température. Alors les phénomènes de physique d'explication, je vous en parle pas, mais c'est le constat qu'on a aujourd'hui. Donc au niveau de la fonte des glaciers, qu'est-ce qui se passe? C'est la chose qui vous est venue principalement à l'esprit, on l'a vu dans le nuage de mots. Donc c'est sûr qu'on constate un recul glaciaire en fait depuis la moitié du 19e siècle. Et en gros, les glaciers alpins ont déjà perdu 50% en fait de leur surface entre le début du siècle et aujourd'hui. En termes de graphique, ça donne ça. Avec des glaciers, des bilans de masse, on mesure pas la masse d'un glacier, on constate sa différence de masse. Et donc dans les Alpes, là, on a des glaciers, le glacier de Saint-Sorlin par exemple, qui lui est en décroissance exponentielle. Avec des images, c'est un peu plus parlant que les graphiques. Là, vous avez le glacier de Sarenne. En gros, c'est l'Alpe d'Huez. Donc entre 1906 et 2016. Un glacier qui va un petit peu plus vous parler, ça sera celui du glacier de la Grande Motte. Donc là, c'est en 2010. Et là, vous êtes en 2017. Et je vous ai pas mis la photo de 2023. Donc le glacier de la Grande Motte, c'est un glacier sur lequel on fait du ski d'été. Le ski d'été à Tignes, par exemple, ils sont en train de progressivement arrêter de faire du ski d'été. J'en reviens à quelques chiffres. Donc là, ici, vous avez le glacier de Trait-la-Tête, c'est dans le massif du Mont Blanc en France, sur l'année 2022. Ce glacier, il a perdu 4,5 mètres d'épaisseur d'eau. C'est-à-dire qu'il faisait 6 km². Sur 6 km², vous enlevez 4 mètres d'épaisseur. C'est quoi 4 mètres d'épaisseur? C'est à peu près la hauteur d'un camion de transport, à peu près. Là, c'est juste sur le glacier de Trait-la-Tête. En fait, c'est une moyenne qu'on a constatée sur tous les glaciers de l'arc alpin sur l'année 2022. Je prends un exemple qui va être plus parlant, puisqu'on en parle beaucoup plus dans les médias, donc c'est la mer de glace. Donc ça, c'est la mer de glace en 1900 à gauche. La mer de glace en 2000, c'est pas en 2023, c'est 2000. Donc elle a reculé, le front a reculé de 2 km et elle a perdu en épaisseur 190 à 200 mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 250 à 300 mètres d'épaisseur en 2023. Là, ici, vous avez la différence de hauteur, ce qu'a perdu la mer de glace au cours de l'été 2023. Donc au début de l'été 2023, vous étiez à cet endroit-là, à peu près, là. Et à la fin de l'été 2023, en septembre, on est là. Donc c'est à peu près perdu 3 mètres. Alors là, c'est la fin du glacier, mais c'est ce qui se passe. C'est juste l'été 2023. Un dernier exemple au niveau de la fonte des glaciers. Là, vous êtes cette fois-ci à 3700 mètres d'altitude vers l'aiguille du Midi, avec une voie qui est assez connue qui s'appelle la voie Rébuffat. En gros, le départ originel, il est 35 mètres plus haut que la limite du glacier aujourd'hui, à peu près. Donc on a perdu 35 mètres d'épaisseur à 3700 mètres d'altitude. Donc là, c'est les faits. Qu'est-ce qu'on prévoit pour l'avenir? L'avenir, il y a une étude scientifique qui est sortie récemment, enfin en tout cas en 2020, qui montre que quel que soit le scénario climatique envisagé, on n'a plus de glaciers dans les Alpes à moins de 4000 mètres à l'horizon fin du siècle. Donc ça, c'est sûr. Un scénario 1,5, c'est ce qui va se passer. Par contre, si on monte à 4 degrés d'augmentation de température, là, on peut arriver jusqu'à 99% de perte de glaciers dans les Alpes. Alors, dans les faits, ici, ils ont fait des petites simulations, les scientifiques. Donc là, vous avez le glacier... donc là, vous avez... En gros, la mer de glace, elle est ici, avec la fameuse vallée blanche. Et là, ici, vous avez le glacier d'Argentière. Et donc là, je vais dérouler jusqu'à 2100. Donc là, vous allez voir en fait la perte de surface des glaciers. Donc en gros, dépêchez-vous d'aller faire la vallée blanche, parce qu'à la fin, ça sera moins bon. Donc ça, c'est les études scientifiques. En images, ça donne... cette fois-ci, on se déplace en Suisse, on va sur le glacier d'Aletsch, qui est le plus grand glacier d'Europe, qui fait plus de 25 km. Et donc ça, c'est une étude de l'école polytechnique de Zurich. Ça, c'est la tête du glacier quand on pouvait le voir vous pouvez aller le voir. Aujourd'hui, il a cette tête-là. Il y a une chose d'intéressante, c'est qu'ici, ça fait 900 mètres d'épaisseur.
dans un scénario à 4 degrés, là vous voyez que ça disparaît. Donc le beau glacier que vous voyez à l'heure actuelle, que vous pouvez le voir, c'est sûr que dans tous les cas, en fait, il va disparaître à un moment donné. Alors, pour votre information, est-ce que vous le saviez que 1 kg de CO2 émis, c'est 15 kg de glace qui disparaît à la surface du globe? Et en allant faire en fait mes expéditions himalayennes d'aventuriers de l'extrême, et ben, j'ai permis de détruire 117 mètres cubes de glace, ce qui est en gros l'équivalent d'un semi-remorque. Donc en allant 3 fois faire l'aventurier au Népal, en aimant la nature, je me suis permis de détruire un semi-remorque de glace. Alors donc là, les glaciers, c'est ce qui vous saute le plus aux yeux, c'est ce qu'on voit aux informations. Par contre, les scientifiques, ce qu'ils voient aussi, c'est qu'ils constatent une diminution de la couverture glacio-nivale. C'est un terme technique. En gros, c'est la neige qui reste à demeure sur les parois ou sur les faces qui disparaît au fur et à mesure. Donc là, vous avez l'aiguille du Goutet, elle est connue parce que vous avez le fameux refuge du Goutet pour l'ascension du Mont Blanc par sa voie normale qui se situe à ce niveau-là en haut. Donc là, en 1920, ça avait une tête skiable. Aujourd'hui, ça a une tête 2019 où on n'ose plus trop s'y aventurer à cause des chutes de pierre. La même, cette fois-ci, avec une face qui est assez connue dans le massif du Mont Blanc, qui s'appelle la face nord de la Tour Ronde. Alors cette face, il faut savoir qu'elle se skiait, et aujourd'hui, on a quand même du mal à se dire qu'on pouvait skier cette face. Donc là, vous avez entre juillet 2013 et février 2019, une disparition, et la photo de cette année est encore un peu plus trash. Pour vous donner un ordre de grandeur de la vitesse à laquelle ça va, en gros, à l'été 2017, ils ont planté des pieux en fait, dans la face nord de l'aiguille, dans la face nord du triangle du Tacus, donc c'est dans le massif du Mont Blanc, encore une fois, à 3700 mètres d'altitude. Et donc ils ont mesuré en fait, la fonte de cette couverture glacio-nivale sur un été. Donc sur un été, ils ont perdu de 48 à 78 cm d'épaisseur. Ce qui fait que là, ici, vous voyez, en escalade, en fait, on fait des relais. On vient s'accrocher à la paroi à certains endroits. Ça, c'est le relais qui a été créé à l'ouverture de la voie quand ils ont fait ça, donc dans les années 50-60. Et aujourd'hui, vous avez 5 à 7 mètres de différence. Donc c'est plus compliqué d'aller chercher votre relais avec des commentaires type very dry, c'est-à-dire très sec, où le crux, c'est l'endroit le plus difficile qui devient très très difficile puisqu'il n'y a plus beaucoup de glace. Donc quand en fait vous avez cette couverture glacio-nivale qui diminue, plus ces réchauffements, cette augmentation des températures, vous allez avoir un autre phénomène dont vous avez parlé, qui s'appelle donc les écroulements-éboulements. Et donc en gros c'est la montagne qui tombe. Oh putain, oh putain, oh putain. Et alors en fait, c'est dû à quoi cette montagne qui tombe? Donc toutes les montagnes sont vouées à tomber, clairement. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'avec le réchauffement climatique, vous avez donc une dégradation dite du permafrost. Donc le permafrost, c'est quoi? Le permafrost, pour les nuls, c'est la définition, c'est tout matériel lithosphérique dont la température annuelle est inférieure ou égale à 0 degré pendant au moins 2 ans. Donc c'est pas forcément de la glace, c'est vous avez 2 blocs de roche, vous les mettez à moins de 0 degré, vous les collez ensemble, et le fait qu'ils soient à moins de 0 degré, en fait, ils vont rester collés. Donc ça se voit pas. Par contre, on peut le découvrir, c'est-à-dire que quand vous avez des glaciers dits suspendus comme ça c'est des glaciers en fait qui sont collés au rocher, donc ça veut dire que vous avez du permafrost qui est intégré en fait dans la roche. Donc en Russie, vous en entendez parler des fois, en Russie, de ce fameux permafrost. En Russie, il fait à peu près une centaine de mètres d'épaisseur. Dans les glaces, on parle plutôt de dizaines de mètres d'épaisseur de permafrost. Et alors en fait, la glace, je vous ai dit que ce n'était pas du permafrost, mais par contre, la glace, elle permet de faire du ciment entre ces blocs. Et donc cette glace-là, du coup, si elle fond, en fait, elle fait plus de ciment. Et donc on obtient des éboulements. Alors là, je vous ai montré un petit éboulement avant. Et là, vous avez l'éboulement en version king size. Donc ça s'est passé... Hop, attendez, il faut qu'il me lance. Yes. Voilà.
Donc là, l'éboulement que vous constatez, donc il se passe en Suisse, sur le Piz Cengalo, qui est pas très haut, hein, il est à 3400 mètres et quelques. Et donc c'est le plus gros éboulement constaté sur Terre depuis 1717. Ça fait 3,1 millions de mètres cubes qui tombent d'un seul coup. Alors ça a fait que 8 morts, mais par contre ça s'est étalé sur 6 km. Ça c'est la tête de l'éboulement à la fin. Donc les Suisses, prévoyant en fait que la montagne allait tomber, du coup ils avaient prévu d'évacuer les villages en bas avaient été évacués. Donc ça c'est un gros éboulement. Et en fait ce qui se passe c'est que en fait des éboulements comme ça on en constate plein et de plus en plus. Scientifiquement ça a été prouvé. Donc ici vous avez les Drus, c'est une montagne qui est assez connue dans les Alpes, dans le massif du Mont Blanc. Donc elle subit beaucoup d'écroulements. Le plus connu c'est celui de 2005, vous avez quand même 265 000 m3 qui est tombé d'un seul coup. La même chose avec le trident du Taku, donc avant c'était ici vous aviez des voies d'escalade qui étaient là-dedans là, et du coup la voie d'escalade, bah maintenant il faut aller les chercher sur le glacier quoi, parce qu'elle n'existe plus. Donc ça c'était entre guillemets que 42 000 m3. Donc ça c'est les faits. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Et bah là les scientifiques encore une fois, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils font des forages à moins 10 mètres de profondeur à l'intérieur de l'aiguille du Midi. Et ce qu'ils constatent c'est que on voit une augmentation en fait, une augmentation de la pénétration de la chaleur à l'intérieur de la roche. Donc en gros là ici c'est un graphique qu'il faut lire avec des années. Et en gros là vous voyez que la chaleur elle pénètre de plus en plus à l'intérieur de la roche. Donc la chaleur elle a de l'inertie, elle rentre dans la roche. Et au fur et à mesure, et bah, en fait, vous avez des cycles, évidemment, l'hiver il fait froid, l'été il fait chaud. Et en fait, cette chaleur, elle met du temps à pénétrer. Donc s'il n'y avait pas d'augmentation des températures mondiales, en gros, on aurait une température qui resterait stable. Mais là, ce qui se passe, c'est que donc, au fur et à mesure des années, ça augmente. Et donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a 0,17 degrés d'augmentation de température annuelle à l'intérieur, à ces 10 mètres de profondeur. Donc ça vous fait 1,5 degré tous les 10 ans. Donc cette augmentation de température dégrade le permafrost qui à terme dégradera les montagnes qui a priori devraient tomber. Un peu plus. Là je vous ai parlé du coup que de ce qui me concerne de la haute montagne en tant que guide et de mon hobby favori qui est la pratique de ces sports outdoor. Là je vous ai affiché rapidement, je vous en parle pas, mais de tous les autres effets en fait qui sont liés donc à ce réchauffement climatique en haute montagne. Peut-être un des plus importants, en fait, c'est la modification du cycle de l'eau. À savoir qu'aujourd'hui, les montagnes, c'est des grands réservoirs de flotte. Et sur des villes comme Lyon, alimentées avec le Rhône, qui a beaucoup d'apports dus au glacier, l'alimentation en eau de grandes villes, en fait, va poser quelques problèmes. Je vous ai remis une synthèse parce que je vous ai un peu parlé, je suis un peu allé un peu à droite à gauche. Alors donc, l'augmentation des températures en haute montagne, je vous ai dit, c'est 2 fois plus rapide. Qu'est-ce que ça fait cette augmentation? Donc vous avez une fonte de la neige et de la glace qui va être plus rapide et plus tôt. Ça va vous créer une limite pluie-neige plus élevée. Je vous en ai pas parlé, mais en gros la limite de votre neige, ça va réaugmenter en altitude. Vous allez avoir une fonte des glaciers dont on a parlé au début, et puis une dégradation de ce fameux permafrost. La limite pluie-neige plus élevée, ça va vous créer un effet pervers qui va être une diminution de l'effet d'albédo. L'effet d'albédo, c'est le réfléchissement par la neige du rayonnement solaire. Et donc ça va augmenter la fonte des glaciers. Et tous ces phénomènes conjugués, ça va vous créer des écroulements et des éboulements qui vont être plus fréquents. Ça c'est donc le constat qu'on fait. Et maintenant je vous ai fait 2 petites simulations de notre pratique en tant que guide. Qu'est-ce que ça représente de faire notre activité favorite là-haut? Alors j'ai pris le kit du parfait guide, à savoir toute la liste du matériel suivant. Et je suis allé chercher des données d'émissions de CO2 pour chacun de ces articles. Et ensuite, j'ai amorti ce matériel sur 5 ans, à raison de 5 sorties par an, puisque c'est pas du matériel qu'on va utiliser qu'une seule fois et qu'on va acheter, on va le garder pendant quelques années. Et après, donc, j'ai fait des petites simulations avec 2 cas pratiques qui sont un petit peu opposés quand même. C'est-à-dire, là, j'ai pris un alpiniste qui vit à Annecy, ici présent, qui fait une sortie à Chamonix, qui va en véhicule électrique avec ses 3 amis et qui passe une nuitée en altitude, enfin dans un refuge d'altitude. Évidemment, il est végétarien, il boit pas beaucoup de soda, il boit quand même des bières et il utilise les remontées mécaniques. Voilà. Et bah son impact carbone, c'est 33,5 kg de CO2. Donc c'est juste l'impact carbone pour une personne sur cette sortie-là. Avec la répartition suivante.
Donc là, on voit que le matériel, ça représente quand même 47% de son bilan carbone, avec un transport à 28 et de la nourriture à 18. Après, j'ai pris un peu l'exemple inverse. C'est un peu l'exemple à l'extrême opposé. Donc j'ai pris un Américain, il habite à New York. Il vient quand même, il rentabilise le billet, donc il vient 5 jours à Chamonix. Il aime bien se faire plaisir, il fait 2 nuitées en hôtel 4 étoiles et 2 nuitées en altitude parce qu'il vient quand même là pour la montagne. Il a du matériel comme l'autre, exactement la même liste du matériel. Et c'est un bon carnassier, il aime bien le soda et il boit quand même pas mal de bière. On est à l'opposé, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que il émet 2 tonnes 242 kg de CO2. Et en fait, 92% de son impact, c'est lié à son transport en fait, entre Paris et New York. Et là, pour info, je vous ai mis la sortie des Annéciens en proportion. Donc, ça donne ça. Donc là-dedans, on voit que le matériel, la part du matériel, devient très négligeable. Dans l'autre cas, voilà, ça vous donne 2 points de vue sur l'impact en CO2 équivalent d'une sortie de 2 pratiquants bien différents. Voilà, j'ai terminé. Je vous rappelle quelques informations sur moi. Et je vais donner la suite du coup à Decathlon, à Benoît Gelin, qui va vous parler de la politique de Decathlon, qui est donc Benoît, qui est responsable développement durable des sports de montagne chez Decathlon. Bonjour à tous. Pour commencer, donc on a mis 3 objectifs pour Decathlon. Vous allez voir, je vais en reparler après au fur et à mesure dans la présentation. Un élément très important, c'est ce moins 20% des émissions CO2. Donc, je vais vous expliquer d'où est-ce qu'il vient et pourquoi il est très important à prendre en compte pour une entreprise. Les produits éco-conçus, 100% de notre côté dans notre offre à 2026, qui est une solution pour atteindre ces moins 20%, mais on verra qu'elle n'est pas suffisante. Et une autre partie, ce sont les produits réparables, qui sont indispensables dans le changement des business models. Vous allez voir, je vais détailler ces 3 points dans la présentation qui suit. Et donc par rapport à ce que présentait Grégoire, ce qui est hyper intéressant, c'est que là vous avez le point de vue d'un guide de haute montagne. Par contre, finalement, ce constat il peut se dupliquer à tous les sports finalement, qu'on peut pratiquer au quotidien. Le monde se réchauffe, ça a des conséquences, et donc cela va limiter la pratique. Et donc on va devoir pratiquer différemment, ou des fois les pratiques vont disparaître. Je vous conseille un rapport du WWF France, qui en fait donne un état des lieux de ce que peut être le sport dans un monde à plus 2 ou plus 4 degrés. Donc plus 2 degrés, déjà, la trajectoire, on n'y est pas, mais ça a déjà des impacts. Plus 4, c'est un peu la tendance qu'on a si on ne fait rien. Les impacts sont encore plus importants. Là, c'est juste une capture d'un peu du résumé, mais quand on constate que la pratique sportive est déconseillée à plus 32 degrés, par les scientifiques et par les médecins, et bien déjà, si on est dans un monde à plus 2 degrés, on a 24 jours de pratique en moins de sport. Si on passe d'un monde à 4 degrés, à plus 4 degrés, c'est 66 jours en moins. Donc on voit qu'il y a un impact pour la pratiquante de sport, donc sur la santé, mais c'est un impact aussi sur nos business models, sur nos entreprises qui fournissent des produits sportifs. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement comment nous, entreprises, on peut s'engager pour l'environnement. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit s'y prendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les accords de Paris, on entend tous parler de façon régulière, on dit ok, les accords de Paris 2015, l'objectif est de rester bien en dessous des plus 2 degrés, pour limiter les impacts, et idéalement se limiter à plus 1,5 degré. Fort de ça, une entreprise se dit ok, comment je peux vraiment y aller. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le Science Based Target Initiative, qui est en fait un consortium d'organismes au niveau mondial, qui a défini comment les entreprises peuvent implémenter des systèmes, des organisations pour respecter les accords de Paris. Et en octobre 2021, ils ont sorti le Net Zero Standard, qui explique aux entreprises comment concrètement contribuer à la neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est les éléments qu'on a repris chez Decathlon, qu'on a fait valider, et nous avons acté tous ensemble à Decathlon les engagements pour contribuer à la neutralité carbone en 2050, avec un objectif de 1,5 degré sur les scopes 1, 2, 3, donc l'ensemble des scopes d'émissions de Decathlon. Et donc comment cela se traduit ? Finalement, c'est une petite courbe, donc c'est très basique. On était en 2021, on a pris cette année de référence, qui devait être notre pic des émissions, et on doit atteindre en 2050 moins 90%. Ça, c'est la contribution à la neutralité carbone selon le SBTI pour respecter les accords de Paris. Moins 90% par rapport à une référence 2021, vous voyez la chute de la courbe qui est très importante.
On ne peut pas se dire qu'on va attendre le dernier moment pour décroître ces émissions. Et donc il y a des paliers, des points de passage à respecter. Et donc un des points de passage importants que nous avons fixé, c'est moins 20% en 2026. C'est un objectif qui est plutôt court terme par rapport à tous nos développements de produits et tous les enjeux qu'on doit mener. Et qui est un objectif très ambitieux parce que passer d'une tendance à l'augmentation des émissions à une décroissance et atteindre le moins 20% sera un objectif ambitieux. Sachant qu'aujourd'hui, on a réalisé moins 1,5% en 2022, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas suffisant. Parce qu'on va devoir être sur une tendance, on est en train de recalculer un peu les tendances année par année, mais on va être sur du moins 3, du moins 5% chaque année. Donc on a besoin de continuer les efforts pour y arriver. Par contre, pour savoir globalement où on se situe par rapport à ce point, donc c'est important de faire un bilan carbone complet. Et donc ça, c'est le bilan carbone pour Decathlon, qui a été communiqué à la presse. Et on constate que Decathlon, qui est à la fois concepteur et distributeur, l'impact majoritaire vient des produits. À 96%, l'impact de Decathlon vient des produits. Donc vient de l'extraction des matières premières, de la production, donc de l'énergie utilisée pour concevoir les composants et les produits finis, l'utilisation des produits, qui n'est pas négligeable aussi, et la fin de vie du produit. Ensuite les transports, mais qui reste un point plutôt négligeable par rapport au total, par rapport aux produits. Et après viennent la gestion des sites, etc. Et donc quand on voit ça, on se dit qu'effectivement, ce sont les produits qui génèrent chez Decathlon le plus d'émissions, donc c'est un point qu'il faut vraiment attaquer frontalement. Et donc pour ça, ce que je propose, c'est finalement une petite équation qui est toute simple. Si on résume les émissions CO2 par des quantités, donc ce qu'on met sur le marché, ce qu'on vend, ce qu'on produit, multiplié par l'émission du produit en termes de kilogrammes de CO2. C'est tout simple. Donc ça, cette équation, elle doit baisser. On doit baisser nos émissions CO2. Sauf qu'on est une entreprise, donc en parallèle, on a des ambitions et des engagements économiques vis-à-vis de nos actionnaires, et donc on doit créer de la valeur. Donc là, j'ai pris le chiffre d'affaires pour faire simple, mais ça peut être de la rentabilité, etc., mais en tout cas de la marge. En tout cas, je vais prendre le turnover, le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, ni plus ni moins, ce sont aussi les quantités qu'on va multiplier par un prix de vente, plus des services qu'on va pouvoir associer. C'est tout simple. Par contre, ce sont deux équations qui sont antagonistes. Il y en a une qui doit baisser, une qui doit continuer de croître, de monter. Et on voit qu'il y a un des points centraux qui sont les quantités, qui sont identiques des deux côtés. Et donc un des points tout simples, en tout cas un des points majeurs qu'on a activé dès maintenant sur l'équation de l'émission CO2, c'est le kilogramme de CO2 par produit. Et donc ça, le kilogramme de CO2 par produit, c'est comment est-ce que Decathlon va pouvoir faire pour baisser l'empreinte environnementale de chaque produit. Et donc ça, on a une approche qui est l'éco-conception. Au premier slide, je vous ai rappelé qu'on avait un engagement de 100% de produits éco-conçus. C'est pour répondre à cette partie de l'équation. C'est limiter l'impact de nos produits pour baisser nos émissions CO2. Et donc décarboner nos produits, ça passe par des démarches d'éco-conception qu'on a en place depuis à peu près 2016-2017, qu'on a bien rodé, qui est déployé dans toute l'entreprise. Et on fournit à l'ensemble de nos ingénieurs produits des toolbox, donc des guides finalement, pour éco-concevoir. Et donc il y a des guides qui sont disponibles sur les matières premières. Donc quelles matières premières utiliser, moins impactantes, pour changer cet impact-là. Là, je vous ai mis l'exemple sur la teinture, qui est un des plus gros, ce qu'on appelle hotspot, donc des points d'émission de CO2 pour Decathlon, donc on fait quand même beaucoup de textiles. Et donc, pareil, des guides de conception sur la teinture. Et donc, ça se traduit par un ensemble de solutions possibles, avec des données chiffrées derrière, et des simulations possibles, pour expliquer, ok, si je passe de coton classique vierge à du coton recyclé, quel est le gain? C'est plastique recyclé, plastique vierge, etc. Et ça, c'est tout automatisé avec des datas derrière qui permettent à chacun des ingénieurs produits de prendre les bonnes décisions pour limiter son impact. Pareil sur la partie teinture, on a différentes solutions de teinture qui existent et donc on le déploie massivement, toujours en ayant ce côté data-driven, ce côté en quoi la data peut nous aider à prendre les bonnes décisions. Et cela nous permet du coup de définir sur la teinture comment faire les bons choix. Et on continue d'éco-innover, donc d'aller explorer des nouvelles solutions dans les raw matériels, dans la teinture, dans les différents hotspots qu'on pourrait avoir. Donc ça, c'est une des parties pour pouvoir réduire l'impact du produit. On pourrait parler après du mix énergétique chez les fournisseurs, on pourrait parler de beaucoup de choses. C'est un exemple sur l'éco-conception. Vous pouvez retrouver sur le site internet cette toolbox un peu plus détaillée et les engagements qu'on a pris chez Decathlon. Et la question qu'on va se poser, c'est finalement est-ce que les actions d'éco-conception mises en œuvre, ce 100% à atteindre en 2026, est-ce qu'il va être suffisant ? Malheureusement non. On ne va pas réussir à atteindre cette contribution à la neutralité juste en passant par de l'éco-conception. Tout ça parce qu'en fait, finalement, il va falloir qu'on touche à cette partie quantité. Cette partie, combien je produis. Je ne peux pas produire à l'infini. Avec les limites sanitaires, c'est juste impossible. Donc je vais devoir réduire les quantités. Par contre, étant une entreprise, si on va voir les actionnaires en disant écoutez, on va respecter les accords de Paris, du coup on va réduire les quantités, donc on va faire moins de chiffre d'affaires, on va lui dire ok, vous êtes gentil, mais il y a la concurrence, etc. Et donc l'objectif qu'on va avoir, c'est réduire ces quantités, mais en créant des services à côté. C'est comment je vais pouvoir baisser cette partie, ce qu'on appelle le business as usual, le côté produit neuf, et je vais pouvoir le basculer sur du service. Et pour ça, c'est changer le business model.
Donc on est vraiment là-dedans, c'est comment on va pouvoir changer le business model d'une entreprise chez Decathlon qui existe depuis des années de classique, je produis, je vends, et puis voilà, je m'occupe plus des produits, à un business model plutôt circulaire, comment je mets en place la location de façon massive, l'économie d'usage, l'occasion, comment je vais pouvoir aussi capter de la valeur sur les produits d'occasion, qui va être nécessaire si on veut respecter les accords de Paris. Et donc pour ça, il y a des conditions pour réussir les business models circulaires. C'est finalement, il y a un changement des comportements de nos clients. Il faut leur expliquer en quoi c'est important de basculer de l'achat d'un produit neuf, de la possession du produit, à une économie d'usage, de j'achète un usage de mon produit. Donc je ne suis pas propriétaire, mais je loue un produit. Ou je passe sur plusieurs mains du produit, plusieurs vies en fait, finalement, en occasion. Et donc ça, il va falloir le changer. Il va falloir changer aussi notre politique de prix, parce que potentiellement, si je propose un produit en location, si à côté de ça, j'ai un produit neuf qui est quasiment au même prix, instinctivement, on va se tourner vers le produit neuf à la propriété. Sauf qu'en fait, c'est pas la bonne chose. Donc il faut qu'aussi chez nous, on change cette politique de prix pour s'assurer qu'un produit en location soit plus avantageux qu'un produit en achat neuf. Donc il y a tout un changement aussi en interne dessus. Le marketing, les imaginaires, il y a tous ces changements qu'il faut qu'on travaille. Et il y a toute une partie sur la profitabilité des modèles, ou sur la rentabilité des modèles en business model circulaire. Et pour ça, ça va être très dépendant de la durée de vie des produits. Et là, on en vient vraiment aux produits en eux-mêmes. C'est en quoi les conceptions des produits qu'on va mettre sur le marché pour l'économie d'usage vont être extrêmement durables. Un produit sur lequel je peux faire qu'une seule phase de location, ça ne vaut pas le coup économiquement, environnementalement parlant. Si par contre j'ai un produit qui est extrêmement durable, je vais faire plusieurs cycles de location, et là mon modèle va commencer à être profitable. Si en plus je peux faire plusieurs cycles de location, et une fois que j'ai terminé, je peux le mettre en occasion, c'est vertueux pour tout le monde, parce qu'un client peut trouver aussi un produit d'occasion, qui a déjà été utilisé, mais à des prix compétitifs. Et pour l'environnement, c'est encore mieux. Donc voilà, donc on est en train vraiment de travailler sur cette partie durée de vie des produits, et on va travailler sur cette partie durable, comment on va rendre nos produits encore plus durables dès la phase de conception, et réparables, pour lui assurer une durée de vie la plus longue possible. Au service des business models, au service de la réduction des quantités neuves, et donc au service des accords de Paris. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est finalement grâce à tout ça, est-ce qu'on va pouvoir atteindre notre cible ? Bon, malheureusement, je n'ai pas la réponse. C'est qu'on est en train de faire tous ces calculs pour se dire déjà à 2026, quelle est la proportion de quantité neuve que je dois retirer et combien je dois mettre en économie circulaire. Est-ce que le flux, les systèmes chez Decathlon, on a l'avantage d'avoir les magasins en retail en propre, on a 1500 magasins dans le monde, mais est-ce que ce système, il est prêt aussi pour accueillir de la location, de l'occasion ? C'est tous ces éléments qu'on est en train de travailler pour se donner en fait une volumétrie d'économie circulaire qui soit nécessaire pour respecter les accords de Paris, mais réaliste par rapport à ce qu'on peut mettre en place dans les années qui viennent. Donc je pense que si vous m'aurez invité dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura encore affiné ces cibles, on aura encore affiné notre capacité à atteindre tout ça. Et c'est des choses qui évoluent tout le temps en fait. On a besoin vraiment de travailler. Cette partie sur les budgets carbone, ces choses-là, c'est vraiment cette trajectoire qu'on doit atteindre. C'est assez récent, on l'a mis en place il y a 1 an, vraiment pour définir ces cibles, voir comment on les travaille. Depuis le début d'année, c'est intégré dans les process de l'entreprise. Par exemple, au niveau de la sélection de l'offre, il y a une sélection qui est faite au niveau économique et on ajoute la partie environnementale et des choix sont faits pour trouver le meilleur équilibre entre les deux. Et on commence à retoquer certaines offres ne respectant pas ces engagements-là. Donc il y a une vraie partie prix qui est fait pour respecter les accords de Paris tout en maintenant une croissance et voir jusqu'à quel point on peut aller grâce à l'économie circulaire. Voilà, ça a été rapide en 10 minutes, je suis désolé, mais après on est disponible pour des échanges et c'est un sujet après qui peut s'ouvrir sur plein de tiroirs, plein d'éléments, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour à tous, donc Thibaut Poupard, j'anime le programme Innovation et Développement Durable pour la partie footwear, chaussettes, chaussures, chaussettes et bags, sac à dos chez Salomon. Et je vais être accompagné par Thomas qui est un peu timide mais il arrivera plus tard. Il reste au fond pour l'instant. L'idée, c'était de vous présenter aussi ce qu'on fait chez Salomon. Alors, dans la continuité de ce qu'a présenté Benoît juste avant, on a finalement des approches assez similaires dans le constat et les solutions qu'on essaye de mettre en place. Moi, je vais vous parler de cas plutôt pratiques qui vont faire le lien aussi avec les collaborations qu'on a pu avoir avec les outils de Keonis. Des faits marquants, et je reviendrai un peu plus dessus après. On a aussi des objectifs d'avoir des produits, des nouveaux. Alors, en 2025, c'est que tous les nouveaux produits intègrent des éléments d'éco-conception. L'objectif à 2030, c'est que tous nos produits, finalement, intègrent ces principes-là. Et
alors vous savez que ça va être obligatoire en plus dans les réglementations en 2025. À partir de 2025, l'idée c'est qu'on puisse aussi informer et impliquer les clients dans la prise de décision avec un affichage. Le point principal de nos engagements qui a mis un peu une cible dans la continuité et la même démarche que Decathlon, on a un objectif à 30% de réduction de 30% de nos émissions par rapport à 2019 d'ici 2030, avec une neutralité carbone à 2050. Je vais revenir un peu sur les cas concrets, mais pas forcément sur la démarche, c'est un peu la même que celle de Decathlon. Juste, vous savez qui on est. On est une boîte française née à Annecy. On a nos locaux 2 km d'ici. Et notre vision dans notre plateforme de marque, c'est de permettre aux gens de libérer la meilleure version d'eux-mêmes à travers leurs expériences outdoor. Et au sein de ce programme, une ambition donc forcément responsable qui est axée dans la vision sur la transformation des gens en agents du changement positif. Ça a été évoqué précédemment, c'est une transformation qui sera forcément collective et qui amènera des changements en interne comme en externe, d'un point de vue des consommateurs comme d'un point de vue de l'ensemble des collaborations. Et c'est pour ça qu'on a des journées comme aujourd'hui, pour trouver des solutions communes. On anime le programme avec cette vision et avec, disons, 2 grosses ambitions, 2 gros blocs, changer avec les communautés, que ce soit en interne ou en externe, et changer avec l'innovation. Et on a des enablers qui sont vraiment liés à le changement de nos process, le changement de nos manières de travailler, donc le changement culturel, et de développement de tous les outils qui ont été également évoqués précédemment. Je ne rentre pas forcément dans le détail, mais pour dire qu'on anime un programme sur différents axes qui sont essentiels pour toucher à la complexité globale du sujet. Et on va parler un peu plus d'innovation responsable sur le produit et sur les business models dans les prochaines slides. Donc comme je disais, alors, on a un objectif de réduction à 30% pour d'ici 2030 par rapport à 2019. Et pareil, c'est la même démarche. On a une Science-Based Targets, une approche qui est, en partant des accords de Paris, on vient se poser les questions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on le mesure, et ainsi de suite. Et on vient faire le même monitoring de l'évolution de nos émissions. Donc la première partie qui a été évoquée, c'est la mesure. On a fait également notre mesure à 2019, c'est notre point de départ. Et on a des chiffres qui sont relativement similaires dans le sens où le scope 1 et 2 sont souvent les plus petits. La majorité vient de notre scope 3 d'émissions. Et quand on zoome sur les scopes 3, c'est énormément la création produit, que ce soit les matériaux comme ça avait été évoqué, les process de fabrication le long de la chaîne, une partie du transport forcément qu'on tend à essayer de réduire par différentes solutions alternatives, mais qui aussi dépendent des lieux de production par rapport aux lieux de vente, que ce soit entre la production et nos entrepôts, et puis ensuite la livraison à nos clients. Mais la partie importante, elle est essentiellement dans la création de l'offre, la création du produit, la création des matières, et ainsi de suite. Donc forcément, on a une vision qui est assez similaire, et alors une citation de cette vision de la Fondation Ellen MacArthur qui est bien en avance sur tous ces sujets-là et qui fait référence. Il faut avoir des solutions qui soient à base de solutions plus recyclables, recyclées, qu'on peut utiliser plus longtemps, qu'on peut réutiliser pour faire autre chose, et ainsi de suite. Donc ça nous amène un aspect qui est de construire les produits pour cette circularité et puis de permettre la vie circulaire du produit dans des nouveaux business models. On met en place de manière un peu similaire un framework de travail avec des produits qui sont étiquetés aujourd'hui à un niveau basique, c'est-à-dire qu'on suit les régulations qui changent de plus en plus rapidement pour être au standard. On a un niveau 2 qui est les produits éco-conçus. Comme je vous ai expliqué, l'idée c'est que tout nouveau produit maintenant est forcément dans ce level 2 et à terme, il n'y aura plus de level 3. Et puis on a des produits qu'on appelle champions qui nous permettent de pousser des concepts de plus en plus loin pour finalement débugger, faire des proof of concept et ensuite pouvoir déployer de manière plus globale sur des lignes de produits. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais prendre 2 exemples. Sur un exemple
très récent, 2023, même si le projet a duré longtemps, sur la production locale. Donc en 2023, on a pour la première fois pu produire en France une chaussure de sport, c'était une chaussure de trail performante, à un niveau de prix compétitif et une rentabilité qui est similaire à ce qu'on peut faire en Asie dans nos filières manufacturières classiques. Ce que ça implique, c'est une transformation complète de la manière de construire une chaussure. On a une industrie qui est manufacturière, c'est-à-dire qu'il y a entre 150 et 200 opérateurs et opératrices qui touchent un produit, qui cousent, etc., dans la manière traditionnelle de faire les chaussures. Là, on se retrouve dans une usine complètement automatisée, c'est complètement nouveau pour nous. Alors, des gens de Dassault dans la salle qui voient ça et qui se disent « bon, vous avez des avions, ça fait des années que les voitures et les avions sont faits comme ça ». Chez nous, c'est tout récent et c'est la première fois que ça existe. Les technologies 4.0 nous permettent de faire des évolutions et surtout d'avoir beaucoup moins d'opérateurs et d'automatisation. Donc on a une quinzaine de personnes qui touchent le produit dans une usine qui est moderne au milieu de l'Ardèche. Et ce qui nous permet de réduire nos émissions sur cette première ligne en gros de 23%, avec des ambitions. On sait qu'on pourra améliorer les procédés, on va pouvoir sur les générations 1, 2 et 3 déjà faire des efforts importants. Deuxième exemple que je voulais prendre rapidement qui est plus lié à un nouveau business model. On a sorti en 2020, donc il y a 3 ans maintenant, la première chaussure 100% recyclable, chaussure performante de course à pied 100% recyclable. Et pour ce faire, l'idée c'est que dans la fin d'usage du produit, grâce au QR code que vous avez vu, le consommateur vient renvoyer la chaussure à Salomon et on vient séparer la semelle et la tige. La semelle devient un matériau de base pour la construction d'une chaussure de ski, donc chez nous, chez Salomon. Et la tige, elle, part dans les circuits de recyclage du polyester qui sont assez classiques et développés pour le textile. Mais ce que ça met en évidence, c'est l'importance de pouvoir changer les comportements, parce qu'entre choisir un produit neuf qui est facilement accessible depuis son smartphone, en 3 minutes je peux l'acheter, et juste scanner un QR code, attendre qu'on vous envoie la petite étiquette, la mettre dans la boîte, la mener à la poste en même temps qu'on va au marché, en soi ça paraît pas grand chose, mais il y a plein d'obstacles entre guillemets qui sont nouveaux dans les comportements, et c'est des enjeux qu'on doit continuer à adresser avec nos collaborateurs en interne, mais aussi avec l'ensemble des consommateurs qu'on touche. D'où cette ambition aussi de transformer les gens en agents du changement positif pour qu'une somme de toutes petites actions comme ça puisse avoir un impact important. Aujourd'hui, on parle de mesures, c'est toujours important. Ça a été présenté précédemment, on est capable de mesurer l'impact carbone de chaque produit. Avec ce produit-là, on est capable de réduire en gros de 45% les émissions CO2 par rapport à une chaussure de running classique, donc qui est un autre modèle de la gamme qui est à gauche, qu'on peut comparer en termes de pratique et de technicité. Donc ces 2 exemples de ce qu'on peut faire et mettre en place, ça c'est possible, donc mesurer, décarboner et permettre les nouveaux business models avec des bons outils. Forcément, il faut transformer les cultures internes, transformer les comportements. Et ces outils-là, ils sont importants, et les collaborations qu'on a sur le digital, et c'est ce qu'on va discuter ensuite, nous permettent justement d'amener ces transformations dans certaines zones. Et là, pour la suite, on va faire un petit focus sur des exemples concrets de ce qu'on a pu mettre en place avec des solutions proposées par Keonis. C'est la partie de Thomas, et Thomas il est un peu en avance sur le game, c'est-à-dire que sa partie de présentation il l'a même fait en vidéo, donc il n'a même pas besoin de parler. Bonjour, bienvenue chez Salomon. Je suis Guillaume Messinck, je suis responsable des consommateurs et de la création de l'offre. Salomon est une entreprise qui fait 900 millions de chiffres d'affaires à travers le monde et qui est leader mondial des équipements de sport d'hiver et du trail running. Depuis 2019, nous avons décidé de faire notre transformation pour la responsabilité sociale et environnementale, et nous avons décidé, avec des objectifs clairs, d'augmenter l'expérience employée et de réduire le carbone, de mettre le digital au cœur de ce projet. Maintenant, je vous invite à rencontrer les équipes qui vont vous expliquer un peu plus en détail quelle est la nature du projet et quelles sont les actions que nous avons mises en place.
m'appelle Thomas Gauthier, je suis en charge des équipes de recherche et développement au sein de Salomon Footwear. Dans une approche d'innovation plus vertueuse et responsable, nous utilisons maintenant des jumeaux numériques pour faire évoluer le design et la technicité des produits. La modélisation et la simulation numérique nous permettent de rechercher des améliorations de performance et d'identifier des alternatives plus vertueuses en éco-conception. Elles nous permettent également de réduire le nombre de prototypes et d'échantillons nécessaires à la validation des produits, ce qui réduit significativement notre empreinte carbone et raccourcit le temps de développement. Et maintenant, je vous emmène au laboratoire de biomécanique pour aller voir cela de plus près. Alors on arrive au laboratoire de recherche. Vous voyez qu'on a deux types de pistes, route et trail, pour tester la stabilité. Et on va avoir l'équipe de recherche qui est au travail. Salut Tristan, salut Nico. Ça avance sur ce test de stabilité ? Ouais, très bien. Je m'appelle Nicolas, je suis en charge des programmes de recherche en biomécanique, ce qui consiste à étudier l'interaction entre le corps humain et nos produits. Une chose très importante pour le développement de nos chaussures Salomon est de valider le bénéfice qu'elles apportent à nos consommateurs. Pour cela, nous nous attachons à quantifier leur performance et valider chacun des bénéfices que nos consommateurs attendent. Avant l'utilisation de la simulation numérique, nous pouvions être amenés à tester physiquement dans notre laboratoire plus d'une centaine de prototypes. Aujourd'hui, avec Abacus, tous ces prototypes sont testés numériquement et uniquement le meilleur prototype numérique est construit physiquement et testé dans notre laboratoire, ce qui nous dégage plus de temps pour faire notre recherche et l'innovation. Je m'appelle Tristan, je suis ingénieur calcul et optimisation. Chez Salomon, la simulation numérique est intégrée dès le début et tout au long du processus de développement des produits footwear. Nous utilisons pour cela, en partenariat avec la société Keonis, le logiciel d'analyse par élément fini Abacus. Nous sommes ainsi capables de reproduire numériquement le comportement dynamique des chaussures et leur influence sur la biomécanique de marche ou de course. L'intérêt est double. Le premier, c'est de pouvoir très rapidement prédire, optimiser, mais aussi valider la performance de nos produits suivant différents critères, que ce soit de stabilité, d'amorti ou d'adhérence par exemple. Le second, c'est de réduire le nombre de prototypes physiques et de tendre vers la sortie d'un produit qui soit bon du premier coup. Je m'appelle Emilien et je suis en charge de l'équipe Digital Product Creation chez Salomon. Lorsque l'on combine les données techniques et les données scientifiques issues de la simulation numérique avec la mise en volume 3D de l'intention design, on obtient une représentation visuelle en 3 dimensions beaucoup plus fidèle à la réalité future du produit, ce qui permet à nos designers d'être beaucoup plus justes dans leur prise de décision et d'éviter la mise en production d'outillages inutiles. Ces jumeaux numériques nous offrent également l'opportunité de réaliser des itérations couleurs pour construire des gammes avec un bon niveau de réalisme sans avoir à produire les versions physiques. Ces déclinaisons virtuelles très réalistes nous permettent de ne produire que ce qui aura été sélectionné par nos forces de vente, de diminuer ainsi la quantité des échantillons commerciaux et donc de réduire notre empreinte environnementale. Je suis Sébastien, je suis en charge d'un programme d'innovation autour de ce qu'on appelle le fit des chaussures, que l'on pourrait traduire par chaussant en français. Modéliser le chaussant est un enjeu qui est lié aux retours e-commerce qui sont coûteux en carbone. On a à l'heure actuelle 15 à 20% des produits achetés en ligne qui sont retournés car la pointure ne convient pas. Il faut savoir que ces retours sont facilités pour les clients car ils sont gratuits. En revanche, chaque paire retournée provoque des émissions de carbone dues à leur transport. Les objectifs sont donc de mieux concevoir nos produits en prédisant l'effet des matériaux sur le chaussant, à l'aide d'outils de mesure innovants et de simulation numérique avec Abacus, et également de mieux recommander nos produits en e-commerce grâce à des outils digitaux pour scanner son pied notamment. Cette transformation numérique, c'est une transformation qui est foncièrement centrée sur l'humain, qui cherche à moderniser nos processus de création pour améliorer l'expérience de nos employés, les faire monter en compétences, libérer leur créativité avec des nouveaux outils et enfin augmenter leur employabilité pour le futur. J'espère que cette visite vous a inspiré et vous a donné envie de nous rejoindre. À très bientôt. Bon, vous l'aurez compris, c'est une vidéo qui a été réalisée avec l'équipe Keonis et on les remercie de nous avoir aidé à produire cette visite et cette démonstration de tous les exemples concrets d'outils de transformation numérique au service de nos enjeux RSE. L'idée là, de la suite de la table ronde, c'était d'ouvrir à l'animation de Grégoire et aux questions pour rebondir sur ce que vous avez vu sur les 3 sujets avant. Et peut-être que du coup on met les 5 chaises au milieu.
si vous avez des questions, vous avez des micros devant vous, il faut appuyer sur le bouton pour déclencher et puis vous pouvez parler. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une pour Decathlon et Salomon. Ça concerne, du coup, on voit que vous faites des efforts des deux côtés. Est-ce qu'il existe des consortiums, des associations, des réunions d'entreprises pour mettre en partage en fait vos connaissances pour avancer sur ce sujet de développement durable dans les entreprises ? On peut répondre à deux. Oui, alors on a la chance d'être dans une industrie où on est assez connecté. Il y a des organismes ici très locaux, type OSV, mais qui existent aussi à différents niveaux. Je pense que c'est aussi dépendant des catégories. Par exemple, en sport d'hiver, c'est beaucoup plus développé. Sur la partie footwear, chaussures, course à pied, c'est un peu moins le cas. Il y a des discussions, il y a des lieux de rencontre. La difficulté, c'est on fait aussi face à des mastodontes. On peut les citer, des Nike, des Adidas qu'on connaît tous, qui font aussi beaucoup de tendances et qui parfois, certaines de ces grosses structures ont une influence importante sur les standards. Et on est un peu obligé de suivre. Je pense que dans l'industrie plutôt du sport d'hiver, je pars sous couvert peut-être un peu plus des experts, mais il y a plus de consortiums. Mais c'est un enjeu de demain. Comment on arrive à construire ça ensemble. Et du coup, pour témoigner sur la partie des sports outdoor, donc il y a comme tu disais, des organismes qui existent, et très localement, il y a l'OSV, Outdoor Sport Valley, qui rassemble les entreprises de l'outdoor, et il y a beaucoup de discussions autour des sujets environnementaux, de partage de bonnes pratiques, de formation, et à l'échelle européenne aussi, avec European Outdoor Group, EOG, où sont regroupées les grosses entreprises du monde de l'outdoor pour discuter de ce genre de sujets, proposer des e-learning, des sujets autour de l'environnement, et qui font aussi beaucoup de lobbying au niveau de l'Union européenne et du Parlement. Et donc ça c'est passionnant, c'est qu'on peut aussi passer par eux, se réunir entre entreprises et pouvoir influer sur les futures réglementations. Et donc là typiquement il y a des grands événements qui sont organisés comme l'ISPO à Munich au niveau du salon de l'outdoor européen. Et donc là, c'est l'occasion de rencontrer des grandes marques. Donc on a peur des échanges avec Patagonia, Vodé, etc. sur ces sujets environnementaux et dans le cadre d'IoG de trouver des sujets communs en fait. Et donc on voit que les entreprises se réunissent aussi pour ensemble essayer de pousser dans la même direction sur des sujets qui sont très très, très vertueux. Ouais. Et peut-être juste pour faire un lien avec la vidéo et les cas très concrets qu'on a vus, un des enjeux qu'on a, c'est la réduction des échantillons commerciaux. Et on avait, dans le cadre de l'OSV, animé un hackathon sur la digitalisation des matières, puisqu'en fait, pour être capable d'avoir un rendu réaliste sur ces échantillons jumeaux numériques virtuels, on est aujourd'hui dépendant de la capacité des fournisseurs à nous fournir des matières digitales, et en attendant d'avoir une norme ou un standard, on digitalise beaucoup, nous, en interne. Et une des alliances qu'on aimerait voir se manifester ou se matérialiser assez rapidement, c'est entre les marques et les fournisseurs d'aller sur un standard numérique de matière digitale. N'hésitez pas si vous avez des questions. Petite question de Thibaut de AirCop. Moi, j'avais une petite question plus technique pour revenir sur le logiciel. En fait, en utilisant ce type de pratique numérique, est-ce qu'on arrive à mesurer justement la réduction d'impact que ça peut engendrer ? Globalement, ce qu'on a vu là chez ASEP de 4.0, c'est moins 23% globalement d'utiliser cette usine, etc. et ces process. Est-ce que l'utilisation du digital, vous arrivez à le mesurer aussi ? Alors, c'est en cours. Disons qu'il y a la bonne question de on réduit d'un côté et quel est le poids ou le coût carbone du digital. C'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer, et la difficulté aussi, c'est que chaque produit étant un peu différent, on est obligé de tomber dans le détail de l'analyse de cycle de vie de chacun des catégories de produits, même si on les regroupe, pour comprendre quel est l'impact. Donc c'est difficile de répondre avec des lignes de produits qui vont du ski à la chaussure, aux vêtements, mais c'est un gros sujet en cours. On sait qu'on va avoir on a plutôt l'impression qu'on va avoir un effet positif, ne serait-ce que quand c'était expliqué, de dire au lieu de faire 100 prototypes ou 50 prototypes, on va faire un, peut-être des fois 2 ou 3. Il y a un effet d'échelle qui est quand même relativement important. Et puis des enjeux qui étaient évoqués, quand c'est au service du e-commerce pour réduire des retours clients de l'ordre de 15 à 20%,
on voit tout de suite spontanément que la balance va être positive, mais c'est difficile de dire par type de produit. Aujourd'hui, on est dans cette phase un peu d'évaluation. Mais je peux donner un ordre de grandeur quand même, puisqu'on a fait les calculs, nous, côté R&D, pour le remplacement des échantillons commerciaux par des jumeaux numériques. On est entre 1/3 et 1/10 du poids carbone d'un échantillon physique. Donc il y a quand même un poids quand il faut créer ces modèles 3D. Et chez nous, c'est des modèles 3D qui sont, où toutes les pièces sont matérialisées et c'est connecté dans notre PLM. Je pourrais revenir dessus. Donc c'est quand même des objets 3D assez lourds. Il y a du texturing, il y a du rendu réaliste, etc. Donc il y a un vrai poids du numérique, mais comme je disais, il représente 1/10 à 1/3 du poids d'un échantillon physique. Oui, merci pour la question. Effectivement, la réparabilité, comme on l'a vu, c'est une des données essentielles pour allonger la durée de vie des produits et donc rendre profitables les futurs business models. Donc on le prend en compte dès le démarrage de la conception produit. Et donc on a mis en place des solutions pour les concepteurs pour quantifier le potentiel réparable d'un produit et donc prendre des actions pour l'améliorer. Après, fort de ça, c'est toute la chaîne qui va enchaîner. C'est comment on rend disponible les pièces détachées, comment le client va la réparer, est-ce que c'est dans les ateliers, est-ce que c'est en do-it-yourself. Donc tout ça, on est en train de poser des politiques de réparation par typologie de produit qui vont nous donner les orientations. Et après, fort de ça, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est concepteur, distributeur. Donc en fait, dans nos magasins, on a des ateliers en propre qui nous permettent de réparer les produits ou qui peuvent être envoyés dans les ateliers régionaux. Chaque magasin est connecté à un atelier en local ou délocalisé. Sauf qu'en fait, certaines réparations vont être compliquées à mener localement parce que c'est de la technique, parce que ça prend de la place, etc. Et donc là, l'objectif, c'est qu'on puisse mailler aussi des réseaux de réparateurs sur certaines typologies de produits localement pour pouvoir aussi faire appel à des gens experts, des couturiers, des ressembleurs, etc. Et donc ça, c'est ça démarre de la conception produit. Toutes les données techniques qui nous permettent après d'aller réparer, ça après il faut qu'on trouve ce réseau de réparateurs qui puissent du coup réparer pour nous. Et donc ça c'est en train de se mailler, on a des bons exemples sur les chaussons d'escalade, le ressemblage des chaussons d'escalade, qui sont faits en décentralisé, qui ne sont pas internalisés, qui sont faits avec des prestataires, et qui marchent vraiment très bien. Et donc ça, chaque typologie de produit sera différente. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le point commun, c'est comment je conçois réparable. Et comment je m'assure que de conception en reconception, j'utilise toujours les mêmes pièces détachées. Parce que là, c'est un gros problème qu'on a eu chez nous pendant des années. On a redéveloppé des produits avec des pièces détachées non compatibles. Donc là, on a une offre de pièces détachées qui est phénoménale, mais du coup, elle n'est pas disponible au bon endroit et elle coûte très cher. Et donc là, l'objectif, c'est comment on va réussir à mutualiser les pièces détachées, rendre des pièces détachées génériques. Et ce qu'on étudie aussi, c'est comment on peut passer à de l'impression 3D, qui est quand même le Graal pour les pièces détachées. C'est plutôt que d'avoir des stocks qui sont pas mis au bon endroit, on porte du stock finalement pour les entreprises, c'est comment je conçois une pièce pour qu'elle soit imprimée en 3D et comment je rends accessible ces plans. Et pour moi, c'est vraiment la suite logique finalement sur les produits type équipement pour pouvoir du coup concevoir en vue de l'impression 3D et de permettre à chacun de pouvoir réparer soit directement chez soi avec son imprimante, soit dans les Fab Labs, soit dans les ateliers Decathlon quand il y aura des imprimantes 3D. Donc il y a toute effectivement une chaîne qui est en train de s'enclencher sur la partie réparation, mais qui est vraiment le nerf de la guerre parce que sinon les produits ne seront pas réparés, donc jetés, donc les business models ne seront pas en place, etc. J'ai une question par rapport au business model circulaire. On parle de circularité, c'est quand même des principes qui marchent à partir du moment où on construit un écosystème. Tu parlais justement des partenaires en réparation. Pour accompagner quand même un certain nombre d'entreprises ou de porteurs de projets, on voit bien que ce sont des modèles qui sont quand même compliqués en termes de rentabilité, que ça marche parce qu'à un moment donné, il faut se mailler, il faut travailler ensemble. On parlait de marques, effectivement, sur la phase éco-conception amont. Mais tout ce réseau de réparation, de distributeurs, de services qui vont être finalement au plus près des utilisateurs et des pratiquants, il y a quand même une grosse complexité là-dessus. Je reviens sur cette idée de consortium, mais comment on arrive à un moment donné collégialement à mettre en place des choses avec ces petits partenaires. Et là, je pense aussi aux grandes entreprises ou belles marques, et puis les startups, on a côtoyé certaines dans l'univers de la réparation, pour essayer de faire vivre un peu tout. Enfin, en tout cas, de donner un élan et un peu moins d'inertie dans la mise en place de tout.
Peut-être un début de réponse, c'est ce qu'on a vu dans la présentation de Decathlon et dans celle de la stratégie Salomon aussi, c'est bien de faire changer le comportement des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, on voit, en ayant proposé des produits, nous, éco-conçus, recyclables, et finalement, pour lequel le conso a juste à le remettre dans la boîte pour nous le renvoyer et qu'on le recycle, déjà ça, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on a très peu de retours. Et donc, tant que le cadre législatif n'aura pas évolué pour forcer un petit peu, contraindre ou faire bouger le consommateur, alors nous, on va y travailler aussi en influençant avec, vous avez peut-être vu, changer nos communautés, par nos athlètes, par nos collaborateurs, etc. Mais en gros, il faut qu'on fasse un changement culturel vers glorifier la réparation, je ne veux pas dire ringardiser l'achat du neuf, mais il y a vraiment un changement culturel à opérer sur les consommateurs, et on doit être acteur de ça, quoi. Et on espère un changement aussi, une évolution législative qui va forcer, contrainte, inciter. Et en parallèle, bien sûr, on se prépare pour ça en essayant de créer des alliances. Encore une fois, là, ce matin, le fait qu'on soit, même si on est concurrents directs sur la même scène en train d'en débattre, c'est des belles opportunités, et il n'y en a peut-être pas assez. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a un petit peu en attente aussi que la mentalité côté consommateur, et on est tous des consommateurs nous-mêmes, évolue et soit un peu plus motrice, ou en mode force de traction, quoi. Et effectivement, je pense qu'il y a ce côté désirabilité qui est forte aussi à créer pour rendre ces business models, ces imaginaires positifs, de se dire c'est beaucoup mieux d'avoir une économie d'usage que de la propriété. Ça, il faut qu'on l'amène. Je pense que la législation va nous aider. Et il faut aussi qu'on construise des acteurs locaux. Comme tu disais, je pense que ça marche plus comme avant, finalement, où aujourd'hui on produit en Chine, on transporte, on vend un peu partout, on massifie. Là, ça nécessite de se réorganiser en écosystème. Et c'est pour ça que c'est un monde qui est en train de changer. Et on tâtonne un peu, finalement, les uns les autres. Je sais qu'on est en train de réfléchir à des réseaux de réparateurs qui pourront remettre en état nos produits, ramener pour la location. Mais c'est des actions qui sont assez locales. Donc comment des grandes entreprises comme nous, qui sont plutôt mondiales, vont s'adapter pour aussi avoir un maillage local. Et c'est ça que c'est un changement de mentalité, d'état d'esprit, mais qui est en train de se faire. Moi, en tout cas, je l'anime beaucoup sous la contrainte du réchauffement climatique, et j'ai envie de pousser là-dessus. Et ça va nous contraindre, justement, la mise sur le marché de nouveaux produits va devoir se limiter. Et ça, c'est quand même important, c'est que c'est pris en compte dans maintenant les futurs business plans qu'on est en train de poser. C'est comment on va réduire ces quantités et passer sur des business models alternatifs. Et ça, c'est déjà une première étape. Et la prochaine étape, c'est de dire localement, comment je vais construire ce réseau, suivant les typologies de produits, suivant les business qu'il va y avoir. Mais vu que c'est assez nouveau, c'est en train de s'enclencher. Il y a des tests qui sont en train d'être menés, nous, alors principalement en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas. Typiquement, aux Pays-Bas, on a trouvé un réparateur qui a été un peu subventionné par la ville d'Amsterdam, qui est plutôt pas mal pour initier. Donc, il y a aussi un côté social pour mettre les gens qui n'avaient pas de travail remettre en action, en fait. Et en fait, ce réparateur-là, ce prestataire, il est commun avec Patagonia, par exemple. Et donc ensemble, on est en train de le faire monter en compétences pour qu'il puisse réparer nos produits, les produits de Patagonia, qu'il ait accès à nos pièces détachées, les pièces détachées de Patagonia. Et en fait, on est en train de créer ensemble cet écosystème local à Amsterdam, mais qu'on est en train de voir si on ne peut pas dupliquer aussi un peu ailleurs. Et je pense que progressivement, ça va se faire. Ça va être un maillage local qui va en un peu de temps, mais une fois que c'est enclenché, ça va être très puissant, en fait. Et donc par contre, il faut le rendre aussi indispensable et désirable par rapport à une offre. Si on continue d'inonder le marché avec des produits vraiment pas chers, l'économie d'usage ne marchera pas. Si on continue de promouvoir l'achat de produits plutôt que son utilisation, ça ne marchera pas. Là, donc il y a différents aspects qu'il faut prendre en compte, qui sont en train de s'enclencher. Et je pense que dans les prochaines années, il n'y aura pas le choix. De toute façon, comme on a vu avec Grégoire, l'impact sur la pratique sportive, typiquement, faut que tout le monde prenne conscience que non, il y a chacun a son rôle à jouer, et que moi, en tant que consommateur, je dois aussi changer ça. Non, je disais, il y a un maillon dont on n'a pas parlé, c'est les distributeurs, clients. Quand on parle de local, alors c'est vrai que Decathlon a la chance d'avoir son réseau de distribution pour Salomon. Vous faites appel à des détaillants et ça peut être ces acteurs locaux qui peuvent aider à ce maillage territorial. Alors oui, on a cette contrainte ou cette opportunité. Et encore une fois, ça dépend de la maturité et le développement ou l'intention, la stratégie de ces détaillants. Donc forcément, quand on a un modèle très direct, on est aussi en contrôle de cette partie-là. Nous, on cherche aussi à identifier qui pourront être nos partenaires clés sur ces sujets. Donc
Voilà, que ce soit des REI, si on parle des États-Unis, qui sont très moteurs sur ces sujets. Et encore une fois, c'est comment on trouve les bons partenaires avec qui faire les bons tests pilotes qu'on pourra ensuite déployer avec eux ou potentiellement avec d'autres. Mais parce qu'il y a une transformation interne dans nos systèmes, dans nos manières de fonctionner aussi. Et je reviens un peu sur la question de, il y a un réseau de gens autour, de startups, d'initiatives. Comment on les connecte à des entreprises qui sont peut-être plus grosses, dont on fait partie. Une des difficultés, c'est que nous, on a besoin d'avoir ces tests pilotes aussi pour pouvoir accueillir et bien héberger, bien accompagner, contribuer à créer le bon écosystème. Et parce que, alors je pense que Samaya pourra peut-être en parler en étant dans une phase différente de leur vie. Les startups qu'on va rencontrer, ils n'ont peut-être pas 1 an à passer à faire un test pilote. Et donc, si nous, on se plante, peut-être que c'est le projet de l'année d'après, pas forcément pour eux. Donc, il y a cet équilibre à trouver de comment on s'inspire et comment on profite des énergies et des initiatives qui viennent de l'extérieur et qui nous font changer, mais aussi cette responsabilité de si l'écosystème, on le fait cracher dans le pilote, on n'a plus d'écosystème. Donc, les distributeurs, c'était une manière de revenir sur le distributeur, c'est une manière aussi de tester des choses avec des plus gros qui sont volontaires pour tester et qui pourront peut-être, eux, avoir aussi une empreinte locale dans les bons endroits. Et je refais le lien avec le consommateur pour créer la bonne valeur pour à la fin, la personne qui vient chercher son produit pour aller sur la montagne. Et ça, c'est une réflexion qui est ensemble. Et j'aime bien mettre en avant le bénéfice émotionnel en plus du bénéfice rationnel. On a souvent une approche très ingénieure, très technique. Comment est-ce qu'on fait en sorte que la chaussure soit 100% recyclable? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle soit réparable? La désirabilité est essentielle finalement parce la plupart de nos actions d'achat sont implicites et liées plutôt aux émotions. Donc, et ça, c'est à co-construire aussi avec les distributeurs dans leur merchandising, dans leur manière d'aborder les clients qui connaissent bien. Et vous le faites différemment forcément chez Decathlon parce que vous connaissez votre écosystème, vous le maîtrisez. Nous, on a une étape de plus, quoi. Il y a un élément qui est important aussi dessus sur les business models circulaires, c'est dans le contexte où on vit aujourd'hui d'inflation, il faut qu'on puisse mettre en avant aussi les gains pour les clients finalement, de montrer que avec l'inflation, c'est pas prêt de s'arrêter et qu'il faut qu'on rende ce business model désirable parce que ça va permettre de continuer à accéder au sport. Et donc, pour moi, c'est ça qu'il faut qu'on montre aussi et qu'on prouve et qu'on mette à grande échelle parce que du coup, ça permettra à chacun de continuer le sport dans ce contexte aussi. Mais je rebondis, si jamais il y a des startups qui veulent nous contacter, on prend les appels et on discute. Hein, c'est pas fermé. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que Jérémy de Keonis va prendre le relais. Et puis après, il y a des temps d'échange, il y a les pauses café et puis évidemment le déjeuner où on reste disponible. Merci beaucoup. Merci.